c'était passionnant cette table ronde sur les grandes enseignes et ce développement de l'upcycling formidable. Non, nous, on ne va pas du tout regarder par le petit bout de la lorgnette, hein, on va regarder dans un kaléidoscope parce que mes invitées aujourd'hui, elles ont plein d'idées, mais pas du tout à des échelles industrielles, mais au contraire à des échelles beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimes. Et d'ailleurs, on va aussi parler de quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur. Alors, évidemment, personnellement, mais aussi en tant que présidente de Fashion Révolution France, puisque notre motto principal, c'est le vêtement le plus écologique, c'est celui qui est déjà dans votre garde-robe. On va donc regarder dans un kaléidoscope et puis on va vous parler surtout de dimensions spirituelles et émotionnelles du vêtement et notamment de la reprise de pouvoir des citoyens sur leur dressing avec le pouvoir de la main. Le pouvoir de la main, qu'est-ce que c'est? C'est do it yourself, hein. Et surtout, pour comment se réapproprier des savoir-faire oubliés. Je fais une petite allusion aux grands-mères. Donc, il y en a eu des allusions aux grands-mères, hein, aux grands-mères, pardon. Martial nous en a parlé ce matin. Hier, il y a eu des allusions au savoir-faire de nos chères mamies. Mais nous, là, aujourd'hui, on est ici, maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour réutiliser ce qu'on a dans nos placards et faire que nos vêtements redeviennent des choses qu'on est heureux de porter et fiers de porter. Alors, je reçois aujourd'hui Isabelle Cabrita de Good Gang Paris, Mona Bougita de Rissab Paris, Alice Oplatka de l'atelier Oplatka, Lise Bro de l'atelier Moji, et je vais vous demander, mesdemoiselles, de vous présenter en quelques mots, expliquer en quelques mots qui vous êtes, quel est votre passé, pourquoi vous êtes arrivée aujourd'hui à ce constat. Isabelle, je te passe la parole. Tu peux commencer. Ouais, je veux bien. Alors, bonjour. Donc, moi, c'est Isabelle Cabrita. J'ai fondé Good Gang Paris il y a 1 an et demi. Ce projet, en fait, il est en gestation depuis très, très longtemps. C'est un projet qui a pour objectif de sensibiliser à la consommation textile durable en passant par l'expérimentation textile et donc à la réappropriation des savoir-faire. Je viens d'un milieu de création, mais pas tout à fait le même. J'ai été architecte d'intérieur pendant une trentaine d'années. Et pendant ce temps, j'avais une activité cachée qui était le tricot, la broderie, parce que c'était pas très fancy de dire qu'on faisait tout ça. Et à un moment, ces activités ont pris le dessus et elles se sont articulées avec mon besoin de sens et d'inventer un projet qui me permette de défendre les valeurs vis-à-vis de l'environnement, de l'humain. Voilà. Et donc, c'est Good Gang Paris. L'humain est vraiment au centre de tous vos projets, d'une façon ou d'une Oui. autre. On va donner la parole à Mona de Rissab Paris, qui va nous raconter son projet en quelques mots. Et je crois que Rissab Paris, c'est 2 personnes, hein, c'est Mona et Daphné. Donc Daphné n'est pas là, mais Mona est là. Ah, bonjour Catherine, bonjour tout le monde. On est ravis d'être présente aujourd'hui avec vous. Du coup, on a cofondé Rissab Paris en mars 2020 avec Daphné, donc pendant le premier confinement. En fait, nous, on a toujours voulu entreprendre, on a toujours voulu avoir un impact dans l'industrie de la mode. Et le premier confinement nous a un peu montré l'état d'urgence qu'il y avait et nous a un peu fait comprendre qu'il fallait se lancer maintenant. Et du coup, on a lancé ce projet qui a pour mission principale de démocratiser l'upcycling parce que c'est encore une pratique qui reste de niche, c'est encore une pratique qui n'est pas connue de tout le monde. Et nous, ça nous arrive encore très fréquemment de devoir expliquer ce qu'est l'upcycling. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'essayer de le faire connaître au plus grand nombre de personnes de notre génération, de faire en sorte que ce soit vraiment une pratique qui rentre dans nos habitudes quotidiennes et que ça prenne le dessus sur, que ça s'ancre vraiment comme une habitude de consommation normale, on va dire. Et donc, la marque se développe depuis un peu moins d'1 an maintenant. Et donc, j'en parlerai plus tard. On fait plein de choses autour de ça. Voilà. Tout à fait. Alors, Lise, pour toi, mon dressing recyclé, de quoi s'agit-il? Alors, je crois que mon dressing recyclé, c'est le nom que tu donnais à ta marque avant. Et maintenant, ça s'appellera Maison Jomy.
Tout à fait, oui. Bonjour à tous, merci pour l'invitation en tout cas. Et donc moi je m'appelle Lise Bro, je viens de Bretagne et à la base je suis formée en tant que styliste modéliste et j'ai fait un petit peu de commerce, d'achat, tout ça. Et donc j'avais vraiment cette vision globale et j'avais envie d'entreprendre dans le domaine de la mode écologique. Pour moi c'était une évidence. Et du coup j'ai créé mon dressing recyclé en même temps pendant le confinement, donc en même temps que Ressa Paris finalement. Et mon dressing recyclé a évolué. Aujourd'hui, on s'appelle Maison Jaunie. Et Maison Jaunie, c'est un clin d'œil à mon héritage parce que c'est le nom que je donnais à mon arrière-grand-mère. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que upcycler des vêtements, c'est aussi notre héritage et c'est le faire continuer en tout cas. Donc en fait, Maison Jaunie, c'est une plateforme web et mobile qui permet à tous les utilisateurs, tous les consommateurs d'upcycler leurs vêtements. Donc, on est vraiment un service On ne va pas trop loin, je t'arrête parce que pas trop, voilà, c'est ça. Bravo pour tous ces projets magnifiques. Je voulais vous redonner la parole. Vous avez déjà commencé à en raconter, mais je voudrais vous donner la parole. Pourquoi? Alors, l'upcycling, c'est un vaste sujet, bien sûr, et la réparation aussi. C'est deux choses concomitantes, mais assez différentes l'une de l'autre. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que vous nous parliez de la façon dont vous sourcez vos matières, quelles sont les techniques employées, quels savoir-faire sont mis à disposition. Après, on racontera quel projet et quels objets vous donnez à faire aux gens qui vous suivent, à vos clients. Peut-être, on va commencer par Mona, parce que toi, tu as une actualité. Donc, comment transformes-tu les vêtements? Quel est le cœur de la collection? Quelles sont les techniques et savoir-faire dont tu as besoin? Ouais, du coup, en fait, nous, on a voulu monter une marque de vêtements et en fait, on s'est dit, c'est un peu. Il y a déjà beaucoup de vêtements qui sont sur cette planète, donc on va faire une marque avec 100% des vêtements de seconde main. Donc nous, on n'utilise vraiment aucune matière neuve. Comment on fait? On va soit chiner dans des friperies, soit il y a des gens qui nous font des dons de leurs vêtements de seconde main, soit on va aussi chez des grossistes où on achète par exemple des grandes quantités de jeans, etc. Parce qu'une de nos matières principales, c'est le jean, on en trouve énormément en seconde main. Après, il y a un processus créatif où on va imaginer des pièces, on va imaginer comment on peut décomposer un vêtement pour en recomposer un nouveau. Et après, on va créer un upcycling. Donc, c'est une manière de créer qui est différente. On ne va pas forcément tout le temps patronner ou tout le temps. Parfois, on va juste découper et faire un peu à l'instinct. Donc, on a une équipe de couturiers chez Rissa Paris qui fait ça avec nous. C'est c'est la Rissa Family, c'est toute notre équipe de gens qui contribuent à ce projet-là. Et voilà, et ensuite, on crée les pièces. Il y a un vrai travail de production, de comment on travaille la production, parce que c'est pas aussi évident que ça. Il y a beaucoup d'enjeux pour faire de la série en upcycling, parce que faire plusieurs fois la même pièce en upcycling, c'est très compliqué. Donc, nous, on passe énormément de temps à faire, entre guillemets, de la recherche et développement pour optimiser les process, pour optimiser ça. Je pense qu'on arrivera un jour à trouver des vrais modèles qui permettront de faire de la série en upcycling et de pouvoir du coup répondre à une vraie demande. C'est ça en fait l'enjeu, c'est trouver la matière première nécessaire qui va nous permettre de faire de la série et de répondre à la demande du marché. Donc ça, c'est l'enjeu sur lequel on travaille actuellement, réussir à faire de la série en upcycling. Voilà. Combien de pièces réalisez-vous au sein de Rissa Paris par trimestre, on va dire, ou par 6 mois, par semestre? Par 6 mois, je dirais 200 pièces. On arrive à créer plusieurs pièces par jour. Après, il y a une grosse, quand on fait la pièce pour la première fois, on met du temps parce qu'on cherche comment la faire, etc. Donc ça peut prendre 2-3 jours. Et après, une fois qu'on sait faire la pièce, et ça va plus vite et on arrive à la faire plus rapidement. Voilà. Ok. Mais je dirais que le gros enjeu de l'upcycling, c'est le sourcing. C'est bien ma question. Lise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet plus en profondeur? Donc, toi, c'est un service d'upcycling 100% digital. Tout à fait. Et tu travailles avec des couturières
pour optimiser leur temps de travail, comme tu m'as dit Ouais. quand on a préparé cette table ronde. Mais vas-y, raconte-nous plus en détail comment ça se passe au quotidien. Enfin, au quotidien, non, mais en tout cas dans Dans le process. l'absolu. Alors donc oui, Maison Jolie, c'est donc un service d'upcycling. Donc en fait, la même idée que Rissa Prairie l'a bien dit, il y a énormément de vêtements déjà sur Terre et à côté de chez nous et dans nos dressings. Donc on s'est dit, on va essayer d'apporter de la valeur à ça. Et du coup, on a tourné le sourcing vers le client. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus nous qui faisons du sourcing, mais c'est le client. Donc on pourrait dire que ça nous enlève cette tâche-là. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, certes, elle est enlevée, mais il y a un gros travail de communication parce que ça veut dire qu'il faut que le client trie, il faut que le client arrive à peut-être voir du potentiel dans certains vêtements, arrive à avoir cette nouvelle démarche. Donc, c'est vraiment une autre manière de penser. Et du coup, c'est pas si simple que ça. Et on a envie de faire évoluer les choses. Le consommateur, du coup, devient acteur. Donc, c'est une vision totalement différente. Mais en tout cas, le sourcing est un peu différent qu'un simple créateur, je dirais. Et après, une fois que le client a repéré un vêtement qu'il aimerait bien modifier ou upcycler, du coup, il a juste à le prendre en photo et nous l'envoyer. Et après, nous, on gère tout de A à Z, de l'idée à la confection finale. Et là encore, le process, il est différent. On ne part pas d'une page blanche. Donc, au niveau des idées, parfois elles sont assez simples, parfois c'est très facile et parfois c'est plus complexe. Et c'est surtout que, en fait, chaque pièce est unique finalement et personnalisée par rapport au client. Donc là encore, pour scalabiliser, automatiser le concept, on est en recherche permanente de solutions. Et là, je dirais, le digital est aussi un bon outil pour automatiser les choses et pour rendre facile toutes ces démarches-là, quoi. Ok. Voilà. Alors, avec toi, Isabelle, on est loin du digital, puisqu'on est dans le 100% à la main et on est dans le temps long. Donc, le visible mending, qu'est-ce que c'est? Alors, le visible mending, c'est la réparation créative. Enfin, c'est le nom qu'on lui donne, nous, à Good Gang Paris. La réparation visible en français. Ouais. C'est une manière de réparer ses vêtements pour en prolonger l'utilisation. D'ailleurs, j'ai mon pull préféré qui est réparé là, un petit gilet que mon chat a gentiment griffé. Et donc, en fait, notre propos, c'est d'apprendre aux gens à reprendre la main sur le fait qu'un vêtement, ça peut durer plus longtemps. C'est pas parce qu'un pull a un petit trou qu'il doit devenir un déchet. Parce que malheureusement, quand on met ses vêtements dans des boîtes de collecte et que ça passe dans les réseaux de tri sélectif du vêtement, du textile, si le vêtement est un peu abîmé, il passe pas, quoi. Il va pas à la seconde main. Il passe en déchets, en chiffon et voilà. Et donc il est détruit. Ouais. Il est détruit et c'est dommage parce que ce sont des ressources qui ont été mobilisées pour un objet qui pourrait être utilisé plus longtemps. Donc en fait, notre propos dans nos ateliers, c'est d'abord d'expliquer comment sont faites les choses, en fait, parce que quand on y met les mains, on comprend un peu comment ça fonctionne. Et quand on regarde de près, on peut comprendre comment on peut réparer. Et avec simplement du fil et une aiguille, on peut sauver un pull. Voilà. Et donc nous, on essaye de travailler avec des matières écologiques. Donc on a sélectionné des fils de laine 100% laine. On travaille aussi avec des fils vintage de marques classiques, mais ils contiennent du polyester, donc ça nous embête un petit peu. Et on s'approprie et on détourne des techniques comme le boro, par exemple, le sashiko, la broderie. En fait, tout est possible à partir du moment où on a envie d'expérimenter. Et nous, c'est notre envie, c'est que les gens aient envie d'expérimenter, voire de rater, pour recommencer et puis pour réussir. Voilà. C'est un peu la surprise à chaque fois.
Alors, tu parles de Boro et de Sachiko. Je veux juste en dire un mot pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient Ouais. pas ce que c'est. Ce sont les techniques de réparation ancestrale japonaise, d'application de morceaux de tissu sur les trous ou sur les endroits abîmés et reliés par un point droit, donc un point avec normalement un coton blanc, mais maintenant on a des cotons de couleur. Et voilà, on peut rapiécer ces jeans, on peut aussi broder des tissus neufs avec la technique Sachiko. En général, ce sont comment dire, des motifs assez graphiques à la japonaise, comme on aime. Ouais, Voilà. ouais. Mais c'est une technique assez difficile. On a l'impression que c'est simple, mais Alors, oui, ça oui, je demande me beaucoup de suis. Oui, oui. minutie et comment dire, de perfection au niveau du point. En fait, c'est un geste qui n'est pas habituel pour nous. Ouais. Et donc, il faut apprivoiser. Mais il y a derrière le sashiko une philosophie. Il y a tout un tas de règles qui sont intéressantes. La politique ou la philosophie du wabi-sabi et toute cette philosophie japonaise qui nous tient à cœur, bien sûr. C'est tout un monde. Alors, malheureusement, on n'a toujours pas Alice avec nous, c'est dommage, mais bon, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. La troisième question, c'était pour quand même revenir au sujet de cette table ronde qui est le do it yourself. J'aimerais que vous me racontiez comment votre projet s'inscrit dans le quotidien, par exemple. Quels sont alors Mona, Ressa Paris, je sais que vous avez des box. Isabelle, toi, tu vas avoir des kits. Lise, je crois que le do it yourself n'est pas encore vraiment dans ton entreprise, mais tu nous parleras du projet. On va commencer par Mona, qui a une box à proposer à ses clients. En fait, nous, on a rapidement vu que dans le comité, il y avait beaucoup de gens qui voulaient apprendre l'upcycling et qui voulaient faire par eux-mêmes. On a vu qu'il y avait un vrai besoin et une vraie demande de gens qui, pendant le confinement, avaient acheté une machine à coudre et se remettaient à la couture, etc. Ça prenait de l'ampleur et on nous demandait souvent des tutos, on nous demandait des tips de couture, de nous montrer comment enfiler une machine, etc. Et donc, on a créé une box DIY upcycling qui ressemble du coup à ça. Et qui permet en fait de faire des produits upcyclés de la marque Risap soi-même, chez soi. Donc la première box, c'était pour faire un sweat, où là, on apprenait vraiment à la personne à coudre à la main, pas à pas. Dans la box, il y a absolument tout le nécessaire pour faire soi-même, pour arriver au produit fini. Et la deuxième box qu'on a sortie, du coup, c'est une box pour faire un bob, donc en jean ou en polaire. Donc, le produit, ça donne ça une fois que c'est fait. Donc, c'est un niveau qui est intermédiaire. C'est pas très compliqué. Si on maîtrise un peu la machine, c'est tout à fait faisable. Et donc, on a fait un livret dans la box, qui ressemble à ça. Et en fait, dans le livret, il y a tout le tuto qui est écrit, toutes les explications, plein de petits textes qui expliquent un peu le mindset upcycling, l'état d'esprit, comment penser réutilisation, comment penser optimisation aussi de la matière première, tout ça pour apprendre aux gens que toutes les matières, tout ce qui est chez eux peut être réutilisé. Il y a un patron également, et le patron peut être utilisé à l'infini. Une fois que la matière première de la box est utilisée, ils peuvent refaire un bob avec un jean à eux ou une polaire à eux. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est que ça peut perdurer dans le temps. Ils peuvent passer le patron à leurs amis, etc. pour que tout le monde s'y mette. Et donc l'idée, c'est vraiment d'initier les gens à l'upcycling, d'initier les gens à produire dans de la matière qui existe déjà et leur donner un peu cet état d'esprit, leur faire comprendre comment ça fonctionne. Du coup, voilà, c'est un produit qui a beaucoup plu et du coup, on va en sortir des nouvelles. Il y en a des nouvelles qui arrivent prochainement. Alors, vous en avez écoulé combien de ces box déjà? En fait, on a sorti à Noël. Et du coup, à Noël, c'est quand même un joli cadeau. C'est sympa à faire comme cadeau. Et au mois de Noël, on a vendu plus de 60 box. D'accord. Et quel est le prix de la box? Ça dépend, j'imagine. Oui, ça dépend. Mais là, la box Bob, elle a 45 €.
45 euros, donc avec le morceau de vêtements nécessaire et tout le matériel. Tout le matériel, la matière première, le tuto. Il y a aussi un tuto en vidéo. C'était une question dans le chat. C'est ça. Ah, d'accord. Oui. Que je t'aurais posé de toute façon, bien sûr. Donc, une 60aine de box. Et donc, au mois de mars, tu m'avais dit que tu avais écoulé 100 boîtes, 100 box. Ouais, du coup, avec la box Bob, on a écoulé une centaine de box jusqu'à maintenant. Et là, on va chercher un nouveau produit. Donc, à partir d'avril? Ouais, à partir d'avril. On attend que ça déconfine. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Isabelle, toi, tu es en train de préparer et de lancer bientôt des kits. Est-ce que tu peux nous raconter de ce qu'il y aura dans ces kits? Alors, ce qu'il y aura dans ces kits, ce sont des laines pour repriser, enfin faire des réparations créatives, des réparations visibles. Donc, il y aura une sélection de couleurs. Il y aura 6 couleurs par kit. On a 3 assortiments avec un esprit un peu différent à chaque fois. Les aiguilles qui vont bien. Et puis, tout un tas d'explications et des liens vers des tutos qui seront sur notre site internet. Voilà, donc on aura des kits de visible mending et aussi des kits de broderie débutant, pour faire un petit objet comme un petit coussin à aiguille ou un petit berlingot parfumé pour mettre dans son armoire. L'idée étant de faire un projet en slow stitching, c'est-à-dire en couture lente, on va dire. On n'a pas besoin de machine à coudre, mais on peut comme ça réaliser. Alors j'en ai un qui est en proto là, puisqu'on est en direct. Oui, absolument. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà, ça c'est un proto. Donc en fait, ça c'est le petit berlingot. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avec une bande de tissu et un peu de fil, on peut déjà faire une forme. Ça c'est mon côté designer qui est ressorti. C'est qu'on peut comprendre déjà que, voilà, avec peu de choses, on peut fabriquer. Donc ça c'est la broderie inspiration japonisante, on va dire. C'est le fameux point qui est utilisé pour le boro. Et ça, c'est le premier proto du petit coussin à aiguille. En fait, c'est pareil. On fait la broderie et puis après, on fait les coutures. Et puis après, on a fini un objet. En fait, l'idée, c'est de mettre la main dans le truc et de réaliser un projet pas à pas facilement. Ça prend 2-3 heures si on n'est pas trop maladroit. Et comme ça, après, avec le petit savoir-faire qu'on a acquis, on peut le transposer pour faire des réparations ou pour faire d'autres petits objets. Ok, abracadabra, on passe de 2D au 3D. C'est ça. Ok, alors Lise, alors évidemment, bien sûr, toi tu n'es pas encore vraiment dans le do-it-yourself avec tes clients, mais tu as un projet quand même autour de ça. Tu as réfléchi, donc voilà, on t'écoute. Tout à fait. Oui, c'est pareil, dans cette même idée de transmission des savoir-faire. Avant, à l'époque, la couture, elle était enseignée à l'école et plus maintenant. Donc, on voit qu'il y a un peu, il y a des choses qui se perdent et forcément, on a tous envie de faire nous-mêmes, d'essayer et on a aussi des demandes de clients. Et donc, voilà, on s'est dit, on a 2 types de profils chez nous. On a des clients qui ont vraiment envie de nous laisser faire et ils ont confiance en nous et en tous nos services. Et puis, on a les clients qui ont envie de faire eux-mêmes. Et donc là, du coup, l'idée, c'est de les accompagner et de les aider. Donc, pour le moment, on a réfléchi à un format en ligne à cause de la crise sanitaire. Mais à terme, ce sera forcément en atelier. Et l'idée, c'est vraiment de généraliser ça un maximum, de se développer sur toute la France, bien sûr, pour proposer à tous des ateliers aussi qui soient vraiment axés éco-responsables
où on essaye de creuser dans notre tête et de faire juste avec ce que l'on a sans acheter de matières premières nouvelles. Et donc ça, c'est aussi une autre vision et du coup, c'est ça qui est intéressant à transmettre aux consommateurs. Et d'ailleurs, le consommateur est très curieux de cette nouvelle pratique. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est qu'il prend conscience que c'est quand même aussi un vrai savoir-faire et que ce savoir-faire, ça a un coût. Et derrière, on parle souvent de rééduquer le consommateur par rapport au prix, etc. Et donc là, il a conscience aussi que la couture, il y a un certain coût, il faut être équipé. Et quand il arrive à le faire lui-même, il est encore plus content, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces paroles sages et que je confirme pour avoir fait donner beaucoup d'ateliers à des gens de tous les âges, de tous les sexes, j'allais dire aussi, et dans divers endroits. C'est toujours un bonheur de voir comment on réapprend comme si c'était inné. Et en fait, je pense que c'est inné, ce travail d'aiguille. Et donc, ça revient très, très vite. Et qu'on ait 2 ans, non, 2 ans, c'est un peu jeune, disons 5 ans, allez, 5 ans jusqu'à 99 ans et plus, on se retrouve là-dedans. Ah, je vois qu'Alice est parmi nous. Alors, est-ce que Alice, tu prends le train en marche, mais on va essayer de te donner la parole. Donc, je vais te demander d'abord de nous raconter ton projet, parce que c'est un projet assez particulier. Toi, tu es brodeuse haute couture, spécialiste du Lunéville. Et donc, donc très beau savoir-faire, hein, très, très qualifié et qu'on admire énormément. Mais par contre, tu as un atelier où tu travailles avec des chutes de cuir. Alors précisément, c'est vrai que mon nom, c'est Atelier au plat de cas. Je n'ai pas un atelier physique, hein, les gens qui pensent qu'ils peuvent venir me voir. En fait, c'est en référence à des ateliers que j'organise. Et donc là, il s'agit plus d'un projet itinérant où je vais aller dans des lieux qui peuvent être aussi bien la recyclerie que des pieds de HLM en partenariat avec des associations. Tout ça pour initier des gens qui, le plus souvent, sont peut-être un peu créatifs, voire pas du tout, et les amener vers la rencontre avec un savoir-faire qui est en ce moment la maroquinerie, puisque c'est vrai que sur le format d'atelier que je propose, qui est d'1 heure, 1 heure et demie environ, la maroquinerie et le travail du cuir, c'est quelque chose d'assez rapide qui permet d'avoir un objet au bout d'1 heure. Je trouve ça assez compliqué avec du tissu, par exemple, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette matière à l'heure actuelle. Mais alors, pour travailler le cuir, quand on n'a pas de machine spéciale, on fait comment? Alors, soit on s'inspire des techniques d'origami qui permettent de mettre en forme, en fait, une surface plane pour pouvoir avoir un objet à la fin. Soit on utilise des rivets, et alors là, avec les rivets, en fait, il s'agit d'un système de pince où on fait des trous dans le cuir et ensuite on aplatit des rivets, donc ça permet de faire des assemblages sans machine à coudre, en effet. Donc, pas de couture, même à la main, sur le cuir. Là, on serait sur des projets très longs. Moi, j'ai fait une formation de maroquinière et le premier projet que j'ai fait, qui est un tout petit porte-carte, j'ai mis quasiment une journée à le faire, puisque là, on est sur un savoir-faire vraiment très pointu. La couture du cuir, c'est quelque chose de passionnant, mais avec beaucoup d'étapes et c'est très long. Alors, tu leur proposes quoi comme objet dans tes ateliers à tes petits clients ou à tes grands clients? Alors, les 2 ateliers avec lesquels j'ai commencé qui marchent bien, c'est donc la maroquinerie. Là, on fait des petits porte-monnaies, des porte-cartes. Et un atelier qui plaît beaucoup aussi, c'est les bijoux, où là, on fabrique des boucles d'oreilles avec des cuirs qui viennent de la réserve des arts. Je ne sais pas si on a encore abordé cet endroit, la réserve des arts. Non, on n'a pas parlé. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un grand entrepôt à Pantin, en région parisienne, qui récupère toutes les matières qui sont jetées par les entreprises. Donc, c'est une super démarche, évidemment. Et là, je peux récupérer des toutes petites chutes, parfois des grandes. Là, il y a des gens qui se rendent compte, lors de ces ateliers, les énormes gaspillages qui sont créés par l'industrie. C'est quand même un des vecteurs aussi de communication, l'atelier, finalement. Et à ce moment-là, pour l'atelier bijoux, on les associe avec des capsules d'espresso. Et là, ça fait un petit clin d'œil avec les belles matières qu'on peut jeter pour certains chez nous. Oui. Voilà.
D'accord. Alors, ton projet, c'est un projet très social finalement. Tu nous Oui, parles. puisque je l'ai démarré avec des associations dont le but, c'était de créer du lien social grâce à ces ateliers. Et c'est vrai qu'on a eu des moments où ça a très bien marché. Et par exemple, dans un HLM, il y a pas mal de gens qui se connaissent de vue, ils vont se croiser forcément dans la résidence. Et là, ça leur permet de partager un moment ensemble. Et même si ce n'est pas des participants à l'atelier, eh ben, ceux qui viennent voir déjà peuvent discuter. Enfin, voilà, ceux qui sont en train de fabriquer peuvent montrer aux autres ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont fiers d'eux, ça les Il y a une valorise. fierté, oui. Oui, Donc il y a ça, une c'est quelque chose qui amène une énergie, une belle énergie, quelque chose de constructif, quoi. Absolument, cette fierté, quand on organise des ateliers ou qu'on participe à des ateliers, on la ressent vraiment au plus profond de soi et Ouais. c'est quelque chose d'assez émouvant, hein, puisqu'on parlait de durabilité émotionnelle au début, voilà, on revient là-dessus. Et donc, pour enchaîner, la crise sanitaire a freiné nos activités, les vôtres aussi, j'imagine. Il faut se réinventer. Comment le vivez-vous? Quelles alternatives avez-vous trouvées pour rebondir sur justement ces boutiques qui ferment, ces boutiques non essentielles qui pour moi le sont, mais bon, bref, pas pour notre gouvernement visiblement. Donc, quelles alternatives et quelle est votre journée type? Voilà, je vous donne les questions en vrac. Isabelle, si tu veux commencer. Alors évidemment, nous, comme on l'a dit au début, on a un projet qui est très dans la relation humaine, hein, puisqu'on est dans la transmission et dans l'échange. Et notre modèle, c'était quand même des ateliers participatifs présentiels. Et tout ça n'est pas possible pour les raisons qu'on sait. Donc, on a mis en place un format de cours à domicile et on peut donner un cours pour 4 personnes. Et on a déjà fait ça plusieurs fois et ça fonctionne bien. On est là avec son masque, enfin, on fait super attention. Mais ça permet quand même de continuer à transmettre. Et puis, il y a cette histoire de kit qu'on développe et qui va nous permettre, j'espère, de communiquer cette envie de faire à pas mal de gens. Et puis, sinon, on travaille sur des modèles d'intervention, de quiz qu'on prépare pour quand ça ira mieux, pour les gens qui nous sollicitent en ce moment et Je crois qui qu'il y a attendent. des projets aussi, enfin avec Fashion Révolution France, on a des projets aussi dans les écoles, dans les lycées, les collèges. Ouais. Donc ça, on vous en reparlera après la Fashion Révolution Week. Mona, alors pour toi, le quotidien, il se passe comment en ce moment? On était en boutique à Fille du Calvaire. Du coup, malheureusement, la boutique est fermée en ce moment. Mais on en profite pour améliorer nos process, pour faire de la production pour cet été et aussi pour déménager parce que là, on va déménager de la ville de Paris pour faire un plus grand atelier et donc pouvoir s'agrandir et suivre la croissance de RISAP. Ouais, on améliore nos process. On prend aussi le temps on organise des challenges upcycling, nous, sur les réseaux sociaux, pour inciter les gens à se mettre à upcycling et à faire de par eux-mêmes. Donc là, pendant ce confinement-là, on a fait un challenge avec des réels, donc les formats de 30 secondes sur Instagram, pour que voilà, les gens fassent des créations, s'amusent. On essaye aussi de mettre un peu de positivité sur les réseaux pour égayer un peu ce quotidien. Et après, pour nous, pour l'équipe, on continue à travailler, à réfléchir au projet, à penser le projet, à avancer. Voilà. Donc, il y a des freins avec le confinement, mais je pense que ça permet aussi aux gens d'avoir des prises de conscience qui sont peut-être plus rapides. Ils voient peut-être, enfin, j'espère en tout cas qu'ils voient l'urgence qu'il y a en ce moment et que voilà, des alternatives enfin, on a besoin d'alternatives, on a besoin de nouvelles solutions, on a besoin de voir le monde autrement et de le penser autrement pour le futur. Et donc, je pense qu'on contribue tous à ça et que le confinement permet d'avoir des déclics chez les consommateurs.
Donc voilà, j'espère qu'on faut retenir aussi le positif de ce confinement, on va dire. Oui, c'est ça. Alice, toi, tu peux nous parler de ton quotidien aujourd'hui? Comment vis-tu justement ce frein d'activité et quelles alternatives as-tu trouvé? Alors, de mon côté, j'avais déjà mis en place des kits depuis un moment pour pouvoir permettre d'utiliser plus de matière que dans mes ateliers parce que je récupérais beaucoup de cuir et que j'avais pas envie de le mettre à la poubelle. Donc ça, c'est une chose. Mais en fait, ils sont sur une boutique en ligne que je gère pas du tout. Donc, je sais pas si c'est quelque chose sur lequel les gens se sont reportés. Ça, j'en sais rien parce que c'est pas vraiment ma partie. Et à côté de ça, j'ai pas vraiment réussi. Enfin, j'ai pas réussi, mais j'ai pas envie en fait de transférer mes ateliers sur de l'internet, du en ligne, parce que c'est vraiment pas ma partie. Je pense qu'au moins en introduction, on l'a tout de suite compris. Voilà, tout ce qui est visio, tout ça, c'est vraiment pas mon domaine. C'est pas là-dessus que je me sens à l'aise. Donc j'ai pas essayé de continuer mon activité par ce biais-là, et je suis plus dans une phase où je suis en remise en question, où j'ai envie de prendre du temps pour repenser mon projet et l'amener vers quelque chose d'encore plus complet au niveau prise de conscience, justement, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que le but de ces ateliers, c'est d'attirer des gens qui sont motivés par l'idée de faire un bel objet et de leur faire prendre conscience de la problématique des déchets par ce biais-là. Et j'aimerais aller encore plus loin et pouvoir amener encore plus de remise en question par les ateliers. Ouais. Créer des vocations, par exemple, chez les enfants et les adolescents, et peut-être vers plus de travail manuel ou... Mais je ne sais pas si c'est les enfants qui ont besoin de vocation. Moi, en fait, à la base, j'ai prévu ces ateliers pour des adultes parce que je trouvais qu'il manquait d'offres manuelles, on va dire, parce que j'aime pas trop utiliser l'anglais, mais on va dire d'offres DIY pour les adultes. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, ça manquait pas mal, alors que pour les enfants, on en trouve plein. Et en réalité, c'est vraiment dommage qu'on considère qu'un atelier manuel soit surtout à destination des enfants, parce que les adultes en ont besoin aussi. Moi, je pense que les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur crée des vocations. Ils sont déjà... ils ont déjà envie d'être connectés à la matière, de fabriquer. Ils n'ont pas d'inhibition pour la plupart. Enfin, il y en a qui se lancent. Alors que tout ça, c'est quelque chose à remettre en place avec les adultes. Donc moi, je trouve ça assez passionnant de travailler ça chez les adultes, en fait. Bien sûr, aussi, oui. Aussi. Lise, à toi de nous raconter ton quotidien et tes alternatives. C'est vrai que moi, je vais être assez positive par rapport au confinement. Je pense que ça a permis vraiment de se recentrer sur soi-même et pour les consommateurs aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit, ils prennent soin d'eux, ils font peut-être plus attention à leur consommation, à tout ça. Et du coup, ils peuvent aussi prendre soin de leurs vêtements. C'était un peu la phrase que j'avais envie de dire, et que du coup, ils sont un peu plus attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Et ils ont aussi plus le temps de faire eux-mêmes. Enfin, ils se prennent plus le temps de le faire. Peut-être chose qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Donc finalement, ça a amené beaucoup de choses positives. Et en tout cas, pour Maison Jomy, c'était vraiment hyper intéressant de mettre tout ça en avant. Et du coup, nous, ce qu'on fait là en ce moment, c'est qu'on se développe aussi sur tous les process, qu'on essaye d'être... on est assez digital, donc du coup, on finalise tout ça. Et du coup, on est aussi incubé dans un incubateur de start-up à Rennes qui nous aide du coup à avoir cette vision innovante d'un côté et en même temps rester proche du consommateur, que le consommateur soit acteur et être proche de ce qu'il vit vraiment aujourd'hui dans le quotidien, quoi. Donc, en fait, il faut toujours s'adapter, il faut toujours être en adaptation, mais je pense que ça fait partie aussi de la contrainte, et les marques doivent aussi le faire au même titre que les créateurs, au même titre que les entrepreneurs, quoi. Donc pour moi, il faut y voir du positif, et c'est finalement de belles opportunités qui s'offrent à nous, et c'est des opportunités pour être encore plus créatifs et encore plus différents, encore plus innovants, et du coup inventer aussi d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées ou pensées, quoi. Voilà.
Oui, sortir d'un circuit achat-vente. Tout à fait. D'être un peu plus minimaliste peut-être dans sa façon de consommer, du coup d'arrêter aussi cette surconsommation, parce que l'upcycling, c'est une possibilité pour une mode plus juste, plus éco-responsable. Mais avant toute chose, c'est aussi de consommer juste. Et donc, je pense que du coup, de consommer moins, ça fait moins mais mieux. Ça fait aussi partie des engagements qu'ont envie de prendre les consommateurs. Donc nous, on les aide à ça. Toutes les autres marques, finalement, créateurs, on les aide à ça aussi. Enfin, elles les aident à ça aussi. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, entre les créateurs éco-responsables, bah, on peut finalement être un peu tous ensemble face à cette nouvelle façon de consommer, quoi. Merci beaucoup pour ce point particulièrement intéressant. Vraiment, moins mais mieux, oui, bien sûr, hein, ça c'est le vieil adage. Alors, il est 15h44 et nous allons passer à la dernière partie de cette table ronde, partie qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous demander, mesdemoiselles, de me parler de votre vêtement préféré. Alors, qui veut commencer? Je sais que c'est un sujet intime. Levez la main. Vas-y, Alice. Moi, j'ai une passion pour le jean depuis que je suis toute petite et vraiment, je me souviens ado avoir des tenues entières de jean. Bah, donc, j'ai 35 ans pour ceux qui essayent de visualiser l'époque. Et moi, vraiment, dans les années 90, être habillée complètement en jean, je trouvais ça génial. Et c'est vraiment une matière pour laquelle je suis reliée par une émotion. Voilà. Quelle émotion? Et je pense qu'il y a un côté protecteur. Par exemple, avoir une veste en jean, c'est très lourd, mais c'est hyper rassurant. Et avoir un pantalon en jean, c'est vraiment quelque chose. C'est la liberté. Ouais, c'est vraiment quelque chose dans lequel on se sent bien. Ouais, je pense que le côté protecteur est ce qui ressort le plus. Voilà, c'est assez banal, mais vraiment, c'est quelque chose avec lequel il y a vraiment un lien affectif. Ah, zéro banalité, hein, ça vient du cœur. Isabelle? Ben, moi aussi, je vais parler du jean, d'une jupe en jean. Ça me ramène à mes 12 ans. 12 ans, je faisais déjà du do-it-yourself, de l'upcycling. J'avais une jupe en jean qui était un peu tristounette. Mes copines à l'époque, elles avaient des jeans avec des broderies hyper colorées, pas de def et tout. Ma mère aimait pas ça du tout, donc il n'était pas question d'en acheter. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais appris au collège, pendant les cours de travaux manuels, à faire un peu de broderie. Et je venais d'apprendre le point de chaînette. Donc, ma jupe en jean, je l'ai customisée, upcyclée, avec des broderies de toutes les couleurs. J'ai mis, je crois que je me souviens que j'ai mis un palmier, j'ai mis des fleurs et un soleil. Et en faisant tout ça, je me suis approprié ce vêtement. Je l'ai sauvé du placard parce que sinon, je n'allais pas la mettre. Et je lui ai donné cette durabilité émotionnelle qui fait que quand on investit sur un vêtement, quand on prend un peu de temps pour lui donner une deuxième chance, pour l'upcycler ou pour le transformer, on a encore plus envie de le garder. Voilà. Donc, j'ai plus cette jupe, malheureusement, mais je l'ai toujours en tête. Ah oui, donc c'est ton vêtement préféré d'avant? D'avant, bah oui. Ouais, je peux pas la mettre. Hein. À 12 ans, j'ai un peu changé. Alors, Lise, je vois que tu souris. Ouais, Ouais. parce que bah, moi, je le porte, en fait, finalement. Et c'est un upcycling que j'ai fait et en fait c'était une robe, enfin un dessous de robe de communion de mon arrière-grand-mère et pareil il y a le côté émotionnel donc c'est pour ça que je rigole parce que finalement on est toutes reliées par la même chose. C'est quand il nous parle finalement bah forcément on l'aime et on le chérit entre guillemets.
on a envie de le garder longtemps parce qu'il y a une histoire derrière et du coup, on y est forcément plus sensible. Et c'est pareil, là, j'avais encore un témoignage client d'une cliente qui nous a amené une robe c'était une robe qu'elle portait pour sa lune de miel, donc en maillot de bain, en gros, et elle voulait en transformer un vrai maillot de bain. Et donc, on lui a fait et elle était ravie parce que finalement, ça va pouvoir continuer et l'histoire va pouvoir continuer, quoi. Elle rentrait plus dedans et on lui a donné une seconde vie. Donc, vraiment le côté D'accord, émotionnel. vous avez transformé une robe en maillot de bain. Oui, c'est ça, J'ai tout bien à fait. compris. C'est ça. C'était une robe qui Ok. avait déjà un tissu un peu effet maillot de bain. Et donc, du coup, l'upcycling était tout de suite trouvé, on va dire, Évident. et évident. Et même pour la cliente, parce que finalement, l'histoire continuait. En fait, elle ne pouvait plus rentrer dedans, mais voilà, le maillot de bain, c'était la plage, c'était encore tout ça. Et donc, dès qu'il y a l'émotion derrière, en fait, c'est assez fort finalement avec le vêtement, quoi. C'est très important au niveau spirituel, oui, d'avoir un lien avec son vêtement. Mona? Moi, mon vêtement préféré, c'est les salopettes en velours. Et pareil, c'est vraiment un lien émotionnel dans le sens où moi, je me souviens quand j'étais petite, je portais souvent des salopettes en velours. Et je trouve que le velours, c'est vraiment un vêtement qui traverse les générations. Ça va aussi bien aux petits qu'aux ados, qu'aux grands. Et c'est un vêtement qui tient chaud, qui se porte l'hiver, l'été, et dans lequel je trouve ça super confortable. Et donc, une de nos premières collections avec Christophe, c'était des salopettes en velours. Je savais pas trop pourquoi. Et en fait, en y repensant, c'est vraiment parce que quand j'étais petite, je portais énormément de salopettes en velours. Et du coup, voilà, je pense que les vêtements dans lesquels on est bien quand on est enfant, on s'en rappelle et ça nous parle toujours aujourd'hui. Donc, voilà. Ouais, le lien aux vêtements d'enfant, oui. Ouais. Bon, écoutez, mesdames, on arrive à la fin de cette table ronde. Ah oui, je vois qu'il y a des. Il y a des questions. Attends, il y a quelques questions. Ouais. Alors, il y a pour Isabelle Cabrita, quel est le prix des kits Good Gang Paris? Alors, ça dépend des modèles, mais ça va de 18 € à une trentaine d'euros, parce on a aussi un kit upcycling pour faire une bouillotte sèche. J'en ai pas parlé, mais avec des suites, on les transforme et voilà. Donc, dans le kit, il y a tout ce qu'il faut pour faire la bouillotte. On est en train de finaliser les prix, on les serre au maximum. Donc, voilà, ça va sortir début avril. Et j'ai une autre question pour toi de mon amie Véronique Marbeau, que je salue, Véronique. À partir de à partir de quel âge les kits Good Gang Paris, y a-t-il des offres enfants ou adolescents? Alors, on n'a pas fait d'offres spécifiques pour l'instant. On va y travailler ensuite, parce que mine de rien, c'est un gros boulot pour trouver les bonnes matières, sachant qu'on fait nos kits en éco-conception. Il y a zéro plastique, pas d'emballage jetable. Ils sont emballés dans de la toile à patron. Ils vont avoir à peu près, l'équipe de broderie vont avoir à peu près cette tête-là. Frugalité. C'est ça. Et donc, pour les enfants, on a constaté, toi et moi, quand on a fait nos ateliers pour la mairie de Montrouge, que les petits, à partir de 4 ans, peuvent broder. Donc, je dirais qu'après, c'est une question d'accompagnement. Mais je pense que les kits qu'on a fait, là, à partir de 8-9 ans, ça devrait être faisable. Avec un tout petit peu d'aide. Ok. Bon, merci. Il n'y a plus d'autres questions. Par contre, on nous demande l'orthographe de l'atelier de Pantin. Alors, il s'agit de la réserve des arts. Et la réserve des arts se situe pas très loin de la cité fertile. Donc, Pantin, près de la gare de RER, je crois. Moi, j'arrive par le pont, mais je crois qu'il y a une gare tout près. Enfin, c'est très facile à trouver. Hein. Tapez sur Google la réserve des arts. Eh bien, mesdames et mesdemoiselles, merci beaucoup. Ah, Alice, tu as encore une question peut-être? Je voulais juste préciser pour qu'il n'y ait pas de déception que c'est un endroit qui s'adresse aux associations et aux professionnels et pas aux particuliers. Voilà. Oui, alors. Juste vérifier bien les conditions avant. Allez voir les informations sur le site internet, la Réserve des Arts, et voyez si vous êtes éligible ou pas à l'accès de ce bâtiment merveilleux
C'est une caverne d'Ali Baba. Hein. C'est vraiment waouh. Il y a de tout, hein. Tous les matériaux possibles et imaginables. C'est vraiment, on n'en croit pas nos yeux.